Nous donnons la parole à Monsieur le directeur général de l'ANAT pour des éléments de précision sur les questions qui ont été formulées. Monsieur le directeur général, vous avez la parole. Merci, Ousseynou. Merci à l'assistance. Je voulais juste dire à Monsieur le ministre que les questions étaient vraiment pertinentes. Et je voulais aussi rappeler à mes chers amis, les différents directeurs de l'aménagement du territoire de l'espace IEMOA, que le Sénégal est un élément territorial de l'IEMOA. La planification spatiale du Sénégal est bien faite que si l'IEMOA est bien planifié. Comme vous le savez, tout ce qui se passe au Mali, tout ce qui se passe en Guinée-Bissau, tout ce qui se passe dans les pays environnants ont forcément des répercussions à la fois spatiales, économiques, sociales, aussi au Sénégal. C'est la raison pour laquelle cette articulation entre les schémas d'aménagement de nos différents pays est une importance capitale. Je commence par la question du directeur du Burkina qui parlait de mobilisation des ressources financières. Comme vous le savez, c'est une préoccupation majeure au niveau de nos différentes structures. On avait eu à discuter de cette question à plusieurs reprises dans nos réunions à l'IEMOA. Mais en ce qui concerne le Sénégal, l'aménagement du territoire est une compétence, je veux dire, partagée entre l'État et les collectivités territoriales. L'aménagement du territoire aussi, comme ce n'est pas un secteur, c'est quelque chose de très transversal, est partagé aussi au niveau des différents ministères de notre pays. C'est la raison pour laquelle le plan national d'aménagement du territoire, j'en profite pour résumer cette question parce qu'elle est revenue à plusieurs reprises par rapport au PSE. Le plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal est le réceptacle spatial du plan Sénégal émergent. Donc, le financement de ce plan, la mise en œuvre de ce plan, parce que ce plan, pour sa mise en œuvre effective, il faut que l'État, les collectivités territoriales, le secteur privé et tous les acteurs qui travaillent au niveau de nos territoires apportent leur contribution pour qu'il y ait une mise en œuvre effective. Le ministère des Infrastructures va s'occuper des infrastructures listées ou proposées dans ce plan. Le ministère de la Pêche va faire pareil, le ministère de l'Environnement va faire pareil et les autres ministères vont faire pareil. Donc à ce niveau, je pense que pour la mobilisation des ressources, pour la mise en œuvre effective de ce plan, ça part de l'État. Maintenant, comme il y a des projets de territoire, il y a des projets de développement territorial, parce que ce plan, c'est un plan national d'aménagement et de développement territorial. Et le développement territorial, qui le dit en grande partie le secteur privé. Parce que les entreprises, c'est le secteur privé qui va les créer. L'État accompagne, l'État organise, l'État facilite, mais en grande partie, c'est le secteur privé qui met en œuvre, en fait, ce volet. C'est la raison pour laquelle aussi, par rapport à la mobilisation financière de ce côté, le secteur privé sénégalais est là et mérite d'être accompagné. La deuxième question, ça concerne aussi
modélisation de l'assiette foncière. Vous savez, au Sénégal, nous avons un cadastre urbain. Moi, je l'appelle un cadastre urbain. Il y a une grosse partie de notre pays qui n'était pas en fait inscrit dans un type d'organisation cadastrale, à savoir le rural. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a demandé à ce qu'on mette en place ce qu'on appelle un cadastre universel, afin d'équilibrer tout cela. Le Mali, toujours le financement, j'ai répondu à la question, monsieur le ministre. L'appui du Niger, oui, nous allons continuer à appuyer parce que il n'y avait pas longtemps, le Niger s'était déplacé ici à Dakar. Nous avons même eu à leur restituer une cartographie qui date de l'époque coloniale. Je pense que sur ce volet, nous continuerons à accompagner enfin. Le Togo aussi, c'est toujours la mobilisation financière. On en avait discuté, Ali et moi, ici. Je pense que j'ai fini avec nos amis de l'IMOA. Je reviens à la question de mon oncle, parce que c'est mon oncle Maliksi. Par rapport à l'Observatoire national des territoires. Comme vous l'avez vu lors de la présentation, c'est vrai que nous avons sorti que les aspects liés au territoire. Mais en réalité, il y a un gros travail qui attend derrière par rapport aux aspects liés à l'économie, liés à l'industrie, liés en grande partie à ce qui fait l'aménagement du territoire en réalité. Il y a même le PNUD qui compte accompagner, je parle sous le contrôle de M. le ministre, l'ANAT et le PNUD ont signé une convention de partenariat dans ce sens. Je pense que sous la supervision de M. le ministre, on peut tenir une réunion aussi pour voir comment le NUDU et l'ANAT, qui ont toujours eu l'habitude de collaborer, d'essayer de voir comment allons-nous faire en fait pour solidifier en fait cette relation qui date quand même, parce que je précise que M. Maliksi a été un éminent membre en fait de l'élaboration du plan parce qu'il a toujours été là. Il a dit qu'en fait, il n'avait pas assisté aux derniers travaux, mais je pense qu'il n'avait pas raté grand-chose, en fait, parce qu'il a été un élément précieux pour tout ce qu'on a eu à faire. L'honorable député Sana Kandé a parlé des problèmes liés aux incohérences. C'est vrai, les incohérences territoriales sont nombreuses parce que notre pays a hérité quand même, je dis bien, je le dis, hein, Monsieur le ministre, le gouvernement de Macky Sall a hérité un dossier. Je dis un dossier parce que c'est un dossier. C'est un dossier très difficile et très complexe. Monsieur le ministre, ici présent même, tout le monde s'en rappelle, était le président de la communauté rurale de Sangalkam. Il a été victime de cette politique d'alors de découpage que je qualifie souvent de gerrymandering. Vous le savez, aux États-Unis, il y avait un gouverneur qui s'appelait gerrymander. Pour permettre à ses collaborateurs ou à ses amis ou à ses parents de gagner des élections, il leur faisait des découpages territoriaux afin qu'ils contrôlent les personnes qui étaient susceptibles de voter pour ces candidats. Le Sénégal est un tout petit peu victime de ça. Nous avons, après 1996, des communes bien découpées avec des décrets bien faits.
Nous avons aussi des communes qui ne sont pas bien découpées, parfois qui ont des limites difficilement repérables. J'ai l'habitude de donner deux exemples en fait. Il y a la commune de Goudiri qui est limitée par les champs de gommiers. Moi, si on me demande d'aller à Goudiri et de retrouver les champs de gommiers, c'est hyper difficile. Même si nous sommes des ingénieurs, nous avons les outils techniques les plus modernes, il est très difficile de retrouver où commencent et où se terminent les champs de gommiers. Le deuxième exemple que je donne aussi, c'est l'exemple de Yeumbeul, où on a une commune délimitée par la rue des Charrettes. Vous savez, la rue des Charrettes, quand on va à Yeumbeul, on dit au maire que la rue des Charrettes c'est par là, il nous dira que toutes les rues du Sénégal, c'est des rues de Charrettes. Donc, c'est ça que l'autorité a compris, c'est ça que M. le Président de la République a compris, que M. le ministre a compris. Ils ont décidé de mettre en place une stratégie nationale de correction des incohérences. Je pense que M. le ministre va revenir sur ces aspects, mais concernant ce plan, nous avons mobilisé toutes les ressources nécessaires et possibles pour apporter aussi des solutions dans ce sens. M. Bassène a parlé de la même chose, c'est aussi la même réponse. La place des énergies renouvelables dans le plan. Vous savez, le plan, quand on élaborait ce plan, on était obligé de mettre en place des comités composés des structures de l'État. Donc, les énergies renouvelables occupent une place importante dans la politique énergétique proposée au niveau de ce plan. Maintenant, comme vous le savez, le Sénégal est un pays aujourd'hui pétrolier et gazier. Et comme nous voulons accélérer le développement de notre pays, et puisque nous sommes un pays ambitieux quand même, voilà, je ne dirais pas que les énergies renouvelables n'occupent pas une place centrale dans ce plan, mais le gaz et le pétrole aussi ont un rôle à jouer pour le développement de ce pays. Maintenant, avant de répondre aux questions des internautes, Monsieur le ministre, permettez-moi de répondre aux questions des personnes qui sont au niveau de la salle et ensuite aller directement vers ces questions-là, puisqu'on me les avait envoyées par Internet. Mon grand frère Talasila, il a bien raison, c'est mon grand frère parce que c'est eux qui nous avaient accueillis à Grenoble quand on était étudiants. Il fait partie de ceux qui nous ont guidés, ceux qui nous ont formés. J'en profite pour le remercier devant la salle. Il a l'occasion de diriger une grande ville, Thiès, qui fait partie des métropoles d'équilibre. Je voulais juste rebondir sur une autre question pour parler un tout petit peu de Thiès, parce que concernant les liens, les stratégies, les réunions, tout cela, c'est M. le ministre qui va les définir. Maintenant, les métropoles d'équilibre. Il y a quelqu'un qui a dit que la France ou la Datar a abandonné la dernière réforme territoriale de la a vu naître le regroupement de plusieurs régions. Mais nous, au niveau du Sénégal, nous n'avons pas à envier à la France sa politique de décentralisation ou d'aménagement du territoire, parce que la France aussi n'est pas un pays qui a une organisation spatiale parfaite. J'ai l'habitude de les taquiner. C'est en France uniquement que nous voyons des communes
d'une centaine de communes qui ont des difficultés pour trouver un maire. Parce que ces communes n'ont quasiment pas de population. On arrive à retrouver une commune qui a à peu près 10 habitants. Et quand on cherche un maire, les 10 personnes qui habitent dans cette même commune refusent d'être maire. Et c'est le préfet qui est obligé parfois, voilà, de choisir le maire. Maintenant, nous avons nos territoires à construire. Il y a une conurbation qui est en train d'être faite entre Mbour et son hinterland. Il y a une conurbation qui est en train d'être faite aussi entre Thiès et son hinterland. Dakar est en train d'accueillir tout le monde. Nous sommes dit, tous les villages qui agglutinent autour des grands centres urbains doivent avoir une gestion commune. Je ne dirais pas une gouvernance totalement harmonisée, mais dans les aspects les plus élémentaires pour offrir des services urbains à ces populations-là. Ce qui fait que ça va permettre à Dakar de souffler un peu, permettre aux populations d'arrêter l'exode rural, parce que c'est vrai, nous avons une grande capitale, une belle capitale, mais qui a énormément de difficultés liées aux inondations, liées à la promiscuité, liées aux déplacements, les bouchons et autres. Et tout ça est du fait que nous avons un exode, parfois, voilà, un exode rural, je dirais, qui fait que les gens viennent. Avec cette pression foncière, les gens viennent habiter dans des endroits impropres à l'habitat. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État a proposé 10 autres métropoles d'équilibre, à savoir Ziguinchor, Mbour, Thiès, Kaolack, Touba et Mbacké, réunis, Saint-Louis, Mauritanie, non, Saint-Louis, Matam, Kédougou et Kolda, pour en faire des métropoles qui vont contrebalancer un tout petit peu le poids de Dakar, là où on va mettre de grosses infrastructures en fait. La personne qui habite à Thiès n'aura plus besoin d'aller à Dakar pour vivre, pour s'éduquer, pour se former, pour voilà, vivre décemment. C'est cette idée qu'il y a derrière ces métropoles d'équilibre. Monsieur Marius Diagne, les métropoles d'équilibre et les pôles urbains. La relation ou bien la différence. Un pôle urbain est vraiment différent d'une métropole d'équilibre. Une métropole d'équilibre, on prend la grande capitale régionale ou la grande capitale. Tout court, on essaye de l'organiser en fait. Et le pôle urbain, c'est un pôle qui peut être même dans une métropole pour aussi participer au développement urbain de ce territoire proposé. Sur les JAD, M. le ministre l'avait dit tantôt, puisque l'aménagement du territoire est une compétence partagée entre l'État, les départements et les communes. Puisque les départements et les communes sont des collectivités territoriales, l'État a prévu de construire la voie ferrée. L'État a l'ambition de mettre en place des ports, des universités, des centres de formation et autres. Et nous l'avons constaté depuis très longtemps que l'État aussi a payé beaucoup d'argent pour construire l'autoroute à péage. Que ce soit l'autoroute Dakar-Diamniadio, que ce soit Ila Touba, l'État a eu à payer beaucoup d'impôts. Et l'État a prévu de mettre en place d'autres infrastructures. Donc nous pensons que c'est normal que l'État dise maintenant, demain, après-demain, je vais construire des universités et des centres de formation. Au lieu d'attendre demain ou après-demain, de dépenser encore beaucoup d'argent pour payer des emprises, je choisis dès à présent là où je dois construire mes universités, là où je dois construire mes centres de formation, là où je dois faire
ma voie ferrée et protéger ces espaces-là. L'État peut le faire. Nous pensons aussi que le département qui doit élaborer son schéma départemental peut le faire. Nous pensons aussi que la commune aussi peut le faire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des communes parfois qui ont énormément de difficultés, même pour avoir des cimetières. Vous me direz que voilà, ça relève de l'urbanisme. Mais nous pensons aussi que voilà, c'est des outils importants qu'il faut mettre en place pour ça. Maintenant, l'articulation entre les outils d'urbanisation, de l'urbanisme autant pour moi, et de l'aménagement du territoire, nous sommes complémentaires. C'est vrai que j'ai l'habitude de discuter avec mes amis de l'urbanisme par rapport aux communes, puisque le Sénégal a procédé à la communalisation intégrale. Mais tout le monde n'ignore pas que la quasi-totalité de nos communes sont rurales. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, nous avons fait que des communes, on laisse les espaces ruraux, mais il faut les planifier. Si on ne les planifie pas, on risque en fait de subir ce qu'on appelle le laisser-aller ou d'autres scénarios que nous n'avons pas voulu ou que nous n'avons pas projetés. Les deux se complètent. Je pense qu'avec la loi, ça va beaucoup aider pour qu'il y ait une alchimie, parce que nous devons aller ensemble. L'honorable député Mandiaïba, par rapport à la loi, oui, monsieur le ministre va répondre par rapport à cette question. Pour le financement du PNADT, j'en avais parlé tantôt. Pour la gestion des risques, dans le document, nous avons prévu de parler de tous les risques. Parce que ce travail a été fait avec l'ensemble des structures de l'État. On avait proposé à ce que tous ceux qui sont dans les autres ministères de travailler avec nous afin de définir l'ensemble des risques. Peut-être, voilà, ce n'est pas très développé les risques marins, mais ça a été tenu en compte parce que nous n'avons pas... On n'avait pas voulu uniquement nous attarder sur les risques environnementaux, mais il y avait aussi les risques, voilà, technologiques et autres. Par rapport au gaz, je rappelle aussi que nous avons tenu en compte, monsieur le ministre, les recommandations de l'UEMOA, mais aussi les préoccupations du Sénégal, surtout avec le ministère de l'économie, non, le ministère de l'énergie, par rapport à toutes ces propositions. Voilà, ça revient encore, le PSE et le PNADT. Je voulais juste rappeler à monsieur le maire de Ziguinchor que le PNADT est le réceptacle spatial du PSE. C'est un mariage de raison entre la planification économique, le PSE, et la planification spatiale, le PNADT. En fait, c'est le complément, c'est la raison pour laquelle l'horizon est de 2035. Les aspects liés au tourisme ont été très bien pris en compte. Monsieur le ministre pourra y revenir parce qu'il a tenu, avec son collègue du ministère du Tourisme récemment, une grande rencontre pour la relance de l'activité touristique. Monsieur Fofana, par rapport au zonage, c'est vrai que le Sénégal disposait, en fait, avait fait des zones écogéographiques, des zones. Le zonage, en fait, du premier plan, c'était basé, en fait, sur les zones écogéographiques. Nous sommes allés un peu plus loin, parce que, comme vous le savez aussi, nous avons, au lieu d'avoir 6 à 7 zones, nous avons aujourd'hui 14.
nous avons jugé nécessaire de tenir en compte les aspects liés à la pédologie, liés à l'environnement, liés à l'eau, mais aussi à l'espace marin. Parce qu'il y a un espace marin du Sénégal où se trouve le gaz et le pétrole. Donc, il était question, puisque quand le premier plan n'avait pas prévu ces découvertes de gaz et de pétrole, nous sommes tenus de le faire, puisque je peux même vous l'affirmer que le plan a été un tout petit peu retardé par les découvertes de gaz et de pétrole, parce qu'il fallait refaire un tout petit peu le travail, parce que ces ressources ont été découvertes après. Sinon, je ne vais pas lister les zones, elles sont là, vous pouvez les regarder à travers cette carte et vous comprendrez après. Merci, Monsieur le Ministre. Je pense que, oui, je vais essayer d'accélérer. Oui, le visa de localisation. Le visa de localisation est d'une importance capitale parce que, ne serait-ce que pour éviter les délits d'initiés. Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir un terrain sur un tracé de route ou d'autoroute et que demain, si l'État veut construire sa route ou son autoroute, se trouve confronté au propriétaire d'un terrain qu'on a affecté, on ne sait pas quand et comment. Voilà, ce sont ce genre de questions que nous voulons régler dans le visa de localisation. Mais aussi les lotissements. Vous savez, on peut avoir une grande commune encerclée par une ancienne communauté rurale. Le maire de l'ancienne communauté rurale veut faire des lotissements, il vient lotir juste derrière la commune. S'il ne comprend pas ou s'il n'a pas en fait le réseau d'eau naturelle, il peut déverser les eaux dans l'autre commune dont le maire même ne pouvait pas s'opposer à son projet de lotissement. Vous savez, ce genre de choses, on a voulu régler beaucoup de questions liées à l'emplacement, à la localisation, à l'exploitation d'un certain nombre de choses, afin d'avoir un territoire cohérent. En réalité, c'est le but du visa de localisation. Les risques, on en avait parlé, le réseau géodésique, oui. Monsieur le ministre, je suis obligé de faire vite. Expérience passée pour mettre en œuvre le plan. Oui, je pense que nous avons bien appris, je ne dirais pas de l'échec du premier plan, mais quand même de l'absence de sa mise en œuvre. Les autres questions m'ont été envoyées par message, Monsieur le ministre. La première question, le découpage, j'ai répondu. La deuxième, relation urbanisme-aménagement, j'ai répondu. Les métropoles d'équilibre, oui, j'ai répondu. Quelle est la place de l'espace frontalier dans la stratégie nationale d'aménagement? La question de l'espace transfrontalier posée par Aïssatou, posée par Ibrahim Oba, excusez-moi, monsieur le ministre, posée par Aïssatou Massouba. Il y a l'IEMOA qui est en train d'élaborer des schémas d'aménagement de l'espace transfrontalier, les SATI. Il y a aussi au niveau du Sénégal le PUMA, le programme d'urgence des axes transfrontaliers que le président a mis en place. Il y a toute cette articulation que nous avons pris en compte dans l'élaboration aussi du plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal. Quelles sont les dispositions prises pour un respect du PNADT au niveau national, local et la gestion foncière? Ça aussi a été répondu. Qu'est-ce que vous comptez faire face à l'émergence de ces nouvelles villes qui ne respectent pas les normes d'urbanisation? C'est une question urbaine. Je vais tenter quand même d'apporter notre part en fait de réponse.
Nous sommes en train de mettre en place des outils et nous pensons que ces outils, une fois votés, surtout la loi d'orientation, va permettre de régler une bonne partie du problème. Maintenant, au niveau de l'urbanisme aussi, il y a des outils, il y a beaucoup d'éléments mis en place pour que aussi ces questions ne se répètent plus. Il y a aussi la DESCOS et d'autres services qui sont là pour veiller à ce que toute ville ou toute installation humaine soit mise dans de bonnes conditions ou respecte les lois établies au niveau de notre pays. Monsieur le ministre, j'avais répondu à ces questions. Je pense qu'il y a d'autres questions, peut-être, vous allez nous aider en apportant quelques... Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je pense que M. le directeur général a répondu quasiment à toutes les interpellations, toutes les questions. Je voudrais simplement affirmer ici que au plus haut niveau de l'État, au niveau du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, l'aménagement du territoire est une préoccupation centrale et que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que le PNADT soit une réalité. Je remercie l'honorable député Dieu pour l'engagement de l'Assemblée nationale à voter très rapidement, dès l'ouverture de la prochaine session, la LOADT qui est déjà au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Également remercier les directeurs généraux de l'aménagement des territoires, des pays amis, de l'UEMOA pour ce déplacement, pour venir ici partager avec nous ce plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal. Également dire qu'au terme de notre rencontre, nous notons avec satisfaction que nous tous, nous avons une compréhension commune du contenu du PNADT. C'est extrêmement important. Également, le rôle important de la planification spatiale dans nos politiques publiques, c'est extrêmement également important. Une volonté fortement exprimée, je l'ai dit tout à l'heure par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, pour une meilleure attractivité des territoires avec l'adoption prochaine de la LOADT. Une pertinence du contenu du PNADT validée par l'ensemble des parties prenantes. Ce PNADT a été l'œuvre, comme l'a dit le directeur général, d'une participation collective, inclusive de toutes les structures de l'État. Également, la nécessité forte d'accompagner le PNADT comme outil de travail avec des outils tels que le visa de localisation qui est revenu, le fonds d'impulsion de l'aménagement du territoire et des outils numériques. Je pense à l'Observatoire national des territoires, le réseau géodésique, etc., etc. Une nécessité dans le cadre sous-régional, Madame la représentante résidente de l'UEMOA, de finaliser tous les PNADT des autres pays qui n'ont pas encore fait pour une harmonisation de nos planifications au niveau spatial afin d'avoir une meilleure intégration sous-régionale. L'accompagnement de l'UEMOA devra se poursuivre pour cette harmonisation des politiques publiques au niveau des pays à l'image de la SDR. La nécessité de bien impliquer le secteur privé, je crois que là également c'est ressorti. Le développement de nos pays ne peut pas se faire à partir simplement
des ressources et des finances publiques. Tous les pays qui se sont développés aussi avec un secteur privé très fort. Donc, le secteur privé doit s'approprier également cette PNADT et pouvoir investir dans les secteurs ciblés. La toponymie, c'est très important également devra être codifiée, cette toponymie, pour éviter des erreurs dans la planification. De même, le visa de localisation, nous l'avons dit tantôt, qui mérite une grande vulgarisation dans l'espace de l'UEMOA. Donc, je voudrais, au nom du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, vous remercier. Ça a été un atelier long, mais très suivi, aussi bien en présentiel que également en visio. En attestent les différentes interventions et les participations remarquables de ceux qui sont en visioconférence. C'est sur ces mots donc que je voudrais déclarer clos cet atelier de vulgarisation du plan national d'aménagement et de développement des territoires, en souhaitant un excellent retour à nos amis, malgré les difficultés notées par le directeur de l'aménagement du territoire du Mali, qui pour venir ici nous a expliqué son périple, et certainement au retour aussi devra faire un autre périple. Mais en tout cas, nous vous souhaitons un bon retour et une bonne mise en œuvre de nos différents plans nationaux d'aménagement et de développement des territoires. La séance est levée.